Bonjour à tous et bienvenue à vous dans l'émission Le Plateau du Bien-être en ce jeudi matin où nous allons parler de l'addiction au sucre et ce sera avec le docteur Essore Kechaou. Un instant. Voilà. Qui sera, je t'assure quoi, je ne sais même pas ce qui se passe avec lui. Ezekiel, c'est quoi ton problème? Non, mais... Tu ne veux pas me laisser dire bonjour avec le parole. Bon, maintenant il faut parler. Vas-y. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Blandine. Bonjour Nachat. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour je ne vais pas bien. À nos chers amis. Ah, et à quoi? J'étais en train de parler. Elle va terminer son intro. Aïe. Comme tu veux parler, il faut dire bonjour. Bon, vas-y. Maintenant, dis-leur bonjour à ma place. Match d'hier. Oh. Donc, c'est pour ça que tu gâches mon introduction. Il n'y a rien hier. D'accord. On lui donne la parole à Blandine. Il n'y a rien eu hier. Il y a rien eu. Bon, il faut leur dire bonjour maintenant. Sinon, c'est à cause de vous. Hein. C'est à cause de vous. On sait. Sinon, ce que j'allais lui faire ce matin. Anyway, j'espère que vous vous portez bien, que c'est la pleine forme chez vous. On est très ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de cette émission. Installez-vous confortablement. Comme je le disais tantôt, nous aurons à parler de l'addiction au sucre, symptômes et traitements. Et ce sera avec le docteur Essore Kechaou qui sera dans quelques instants avec nous sur ce plateau. En attendant, comme Ezekiel il est trop pressé de dire bonjour, là, bonjour Ezekiel. J'ai déjà dit non. Non, redis. Comment ça? Reprends. C'est punition ce matin. C'est punition, reprends. C'est moi qui te dis de reprendre ton bonjour. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours, désormais, de vous retrouver dans le plateau du bien-être. C'est un plaisir, en tout cas, c'est un plaisir d'être ton coéquipier. Donc voilà, j'espère que la semaine se déroule bien. On tend vers la fin, tenez bon. Pour ceux qui sentent un peu de fatigue, tenez bon. C'est bientôt la fin de semaine et voilà. La fin du mois aussi. Ah oui, ça c'est la bonne nouvelle. On se rend compte, c'est la fin de beaucoup de choses. Donc tenez bon. N'oublie pas ce détail. Voilà, donc c'est important. Donc tenez bon et voilà. Il y a ceux qui ont pu profiter des 18 matchs en direct et en simultané. Je vous dis bonjour collègues. Je vous dis bonjour avec collègues. Voilà, et voilà, c'est un peu ça. Donc, belle journée à nous tous. Et en tout cas, nous, on est là pour vous accompagner en ce début de journée. Exactement. Alors, Nachat, bonjour. Bonjour, Blandine. Comment tu vas? Ce matin. Parce que tu n'es pas venu nous frapper sur ce plateau. La manière de dire qu'elle a commencé là. Ça, c'est pas le rouge qui frappe. Ça, c'est le rouge de la douceur. Ça, c'est le rouge bordeaux. Mais quand c'est quand on porte tout rouge qu'on frappe les gens. Ah, quand l'école était à l'école là. Quand on appelle le maître, quand le maître venait avec le rouge, on disait que soit il y a calcul écrit ou bien il y a calcul mental. Souvent les maîtres qui disent la conjugaison. Calcul écrit, calcul mental là, on fait en même temps. On vous fait ça en même temps. On corrige en même temps. Si tu n'as pas la moyenne, tu complètes avec les. On vous gère ça propre. Ah oui. Tu n'as pas la moyenne, tu complètes avec les coups là. Oh. Sinon, je me porte très bien. Et toi? Ah, ça va, je rends grâce à Dieu. Dieu merci. Ezekiel, bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ah, ça va. Hein. La famille va bien, alhamdoulilah. Très bien. Tu es de très bonne humeur ce matin. C'est une très bonne chose. À nos chers téléspectateurs et excellente journée à nous tous. Exactement. Et nous sommes là pour vous accompagner pour votre matinée avec de très bonnes informations, vous le savez. Et dans cette émission, vous le savez, on commence toujours par la causerie du jour. C'est très très important. J'en sens la causerie là. C'est pourquoi les vendredis, je suis bizarre. Parce qu'il n'y a pas de causerie. Le thème de notre causerie de ce matin nous dit ceci. À quel degré faut-il se faire confiance en amitié? À quel degré faut-il se faire confiance en amitié? Mon frère baille encore. Bon. On dirait que c'est un sujet de philosophie. 4 heures de temps que j'ai déposé. En fait, c'est des sujets, disons, un peu
un peu populaire, entre guillemets, mais qui reste autant discutable. C'est-à-dire que... Et qui reste toujours d'actualité. Non, d'actualité, oui, ça veut dire c'est populaire, d'actualité, on en dit tout le temps, mais ça veut dire que il n'y a jamais une réflexion, c'est-à-dire unique, ou c'est-à-dire la plupart des personnes peut-être penchent pour une certaine réflexion par rapport à ça, parce que c'est tellement comment dire, je peine vraiment à trouver les mots pour décrire ce type de débat là, parce que voilà, ça partage tellement les gens. C'est un débat qui partage tellement les gens, parce que d'autres pensent que voilà, quand on se dit être ami avec quelqu'un, bah il faut faire confiance à 100% en cette personne, parce que c'est nous qui on s'est choisi mutuellement comme amis, donc on devrait se faire confiance à 100%. Et d'autres qui disent que on connaît pas vraiment les gens, hein. Voilà, c'est ça, on connaît pas vraiment les gens, donc vaut mieux faire confiance aux gens, en tout cas à ses amis à 50% peut-être. Et il y a d'autres qui disent que eux ils n'ont même pas d'amis, qui préfèrent ne pas avoir d'amis parce que voilà, ils ne font confiance à personne. Donc voilà, c'est un sujet qui fait débat, qui partage vraiment les opinions. Mais si je dois donner mon propre avis, je dirais que on devrait, lorsque on le ressent, vous savez que ça dépend de nos propres sentiments, faire confiance à celui qu'on appelle son ami à 100%, pourquoi pas, à 100%, pourquoi pas. Et puis à quel niveau est-ce qu'on arrive avant de s'appeler ami, c'est-à-dire que à quelle étape est-ce qu'on arrive pour dire que celui-ci c'est mon ami. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte ça. Si je prends le fait que par exemple je sens, soit je rencontre quelqu'un et puis bon, on a discuté 5 minutes et puis bon, le courant est bien passé et puis je dis que c'est mon ami, voilà quoi, c'est pas ça. Mais est-ce que c'est peut-être au bout de 2-3 mois, de 4-5 mois, d'une année, que je dis que cette personne est devenue véritablement mon ami? C'est aussi à voir, c'est à vous de voir. C'est vrai que on se base beaucoup sur le feeling pour dire que mais avec cette personne il y a une certaine connexion, donc je pense que je peux vraiment la prendre pour ami, lui faire confiance, vous voyez un peu. Mais il y a des gens qui sont capables de vous manipuler à un tel point que voilà, vous pensez effectivement que cette personne est proche de vous, alors que peut-être que cette personne vous connaissez déjà avant, vous a étudié, c'est-à-dire les points sensibles ou toucher pour pouvoir rapidement avoir votre confiance aussi. Ça peut être aussi un autre cas. Mais moi je pense que les véritables amitiés sont celles qui sont basées, en tout cas qui sont les plus longues. Pour moi c'est les plus longues, c'est-à-dire que si vous êtes amis, enfin vous avez commencé une certaine relation depuis un moment et que vous avez fait un bon bout de chemin ensemble et que vous avez traversé les moments difficiles aussi ensemble et que cette personne ne vous a pas lâché, elle a été loyale, je pense qu'à un moment donné on peut commencer à dire que cette personne est véritablement votre ami. Moi les réelles amitiés que j'ai aujourd'hui personnellement datent facilement de 15 ans maintenant, de 15 ans, mais c'est-à-dire que c'est des gens avec qui j'ai commencé peut-être le collège, j'ai fait j'ai terminé mon lycée, des gens avec qui on est passé outre le fait que peut-être il y a une séparation peut-être au niveau des universités, mais on est toujours resté, on a toujours une certaine connexion, ou des gens même qui ont changé de pays, mais on a gardé cette connexion là. C'est-à-dire que quand on ne se voit pas depuis un moment et qu'on se revoit un jour, mais la connexion est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le fait qu'on s'est vu il y a 1 an ou 2. Voilà quoi, la connexion reste. Moi je pense que ça, ce sont de vrais amis, parce que on a traversé, on a lutté contre la distance, contre en tout cas les péripéties de la vie. C'est parce que voilà, quand vous rentrez dans la vie active, vous n'avez plus forcément le temps peut-être de voir qui va bien, de prendre une nouvelle de chacun. Voilà, même outre ça, c'est une amitié qui est restée soudée. Maintenant, bon, moi à ces personnes je fais confiance à 100% aujourd'hui, parce que je sais de quoi ils sont capables lorsque ces personnes sont dans les moments de joie, lorsque ces personnes sont dans les moments de peine. Parce que les vraies amitiés se mesurent lorsque la personne aussi n'est pas dans sa zone de confort aussi parfois. Donc voilà, moi c'est sur ça que je me base aujourd'hui pour dire que amitié, c'est vraiment, ça dépend de plusieurs facteurs, mais vraiment c'est à vous de voir comment est-ce que vous le ressentez, comment est-ce que vous avez le courant, comment est-ce que le courant passe, la connexion est avec la personne que vous appelez votre ami. Maintenant, si on se base sur le fait que voilà, on ne connaît jamais assez quelqu'un, bah
vous voyez que c'est l'exception qui va venir peut-être confirmer la règle. Donc, c'est toujours ce doute-là qui existe du fait que on ne sait jamais vraiment de quoi une personne est capable à 100%. En tout cas, je ne dirais pas que tu as tort, je dirais que tu as raison. Je dirais que tu as raison parce que c'est compliqué des fois quand on est dans une relation amicale et qu'on n'arrive pas vraiment à déceler si cette personne elle est réellement avec nous ou pas. Parce que arrivé à un certain moment, il arrive des choses, tu viens de parler des péripéties de la vie, il arrive des choses vraiment très délicates et en ce moment-là, il faudrait que voilà, on sache réellement qui nous accompagne et qui ne nous accompagne pas. Et je pense que c'est à travers cette période qu'on sait véritablement à qui on peut faire confiance ou pas. Donc, je marche pour ce que tu viens de dire. Alors, Nachat, tu as intérêt. Dis-moi. Non. Donc, tu t'es réveillé sur moi ce matin, donc il n'y a pas de souci. Alors, Nachat, dis-moi, qu'est-ce que toi tu en penses? Faut-il faire confiance à 100% en amitié? Comme Ezekiel vient de le dire, c'est vrai que c'est un sujet qui est au centre maintenant des discussions et tout le monde donne son avis et tout. Moi, je pense que l'amitié d'abord se base sur vos propres expériences d'abord avant de cheminer ensemble, par exemple. Lorsqu'on a eu, par exemple, à traverser des moments un peu plus difficiles et tout, et peut-être qu'on a travaillé avec des personnes, peut-être avec qui ça n'a pas abouti réellement comme on le souhaitait. Peut-être telle personne m'a trahi et tout. Maintenant, je reviens, moi, personnellement, je dirais que l'amitié, normalement, se fait confiance à un bon degré, si je peux le dire ainsi. Cela signifie être loyal, honnête et puis se soutenir comme Ezekiel vient de le dire. C'est vrai, il y a des amis, lorsque vous êtes dans une mauvaise situation où vous traversez un moment tellement difficile, même si la personne ne vous aide pas financièrement, déjà même vous accompagner pendant cette période, c'est déjà grand, c'est déjà suffisant. Et déjà même ça permet à la personne d'être un peu plus stable, un peu moralement. La personne peut compter sur tel ami appartient. Quand j'étais dans telle situation, au moins, peut-être que j'avais besoin de telle somme, je n'avais pas eu telle somme, mais en tout cas, tel ami était plus proche de moi, elle me soutenait et tout. Et puis ça passait quoi. Maintenant, l'Ivoirien dit on ne sait pas qui est qui. Et puis moi je pense que cette phrase-là, ça fait rire, mais c'est lourd en réalité. Oui, parce que c'est lourd. C'est porteur de sens. Parce que nous sommes arrivés à un moment donné où même, je dirais, même si vous êtes sortis du même ventre par exemple, c'est difficilement vous avez à faire confiance peut-être à votre soeur, à votre petit frère ou à votre grande soeur par exemple. Et parce que tellement vous avez traversé des choses que bon, vous vous demandez, mais est-ce que si je fais ça, telle personne peut m'aider à faire ça ou à réaliser ou bien arriver à tel point par exemple. Ça serait très compliqué. Et déjà quand ce doute-là s'installe, je ne suis pas sûre que même si tu le forces à le faire, tu ne seras même pas en paix en réalité. À tout moment, tu vas te poser des questions, mais est-ce que c'est ça? Et dans ce cas, moi, je pense qu'il est mieux de rester dans son coin. C'est vraiment pas de la solitude et tout. Un truc qu'il faut éviter également, mais pas tellement rester dans son coin, pour dire, bon, c'est comme si toi, bon, moi, je ne pêche pas ou je ne fais des trucs comme ça. Mais peut-être il faut essayer d'avoir des personnes, pas forcément des vrais amis, mais vous avez quelqu'un, par exemple, dans votre vie, si vous avez un problème, par exemple, la personne peut vous donner des conseils et tout, mais faire totalement confiance à cette personne-là également, c'est problème. Parce que déjà, une fois que tu as des doutes, donc ce n'est plus la peine de cheminer ensemble avec cette personne-là. Le mieux, c'est de laisser. Maintenant, c'est vrai, il y a des amitiés vraiment, c'est vrai que le monde ne t'est plus comme il était, mais il y a des amitiés maintenant qui, même plus de 15 ans même, qui sont vraiment solides, parce que tellement que, pas qu'il n'y a pas de problème en réalité, il y a toujours des quiproquos et tout, mais vous réglez ça et puis ça passe quoi. On se fait confiance, on se fait confiance, on se dit. Je pense que
c'est parce qu'on se connaît le plus. Ouais. Parce qu'il y a une personne qui est capable de te faire des histoires parce que tu ne lui as pas fait signe pendant un mois. Mais quand vous êtes amis et que vous êtes vraiment soudés, que vous vous connaissez, tu vas savoir que pendant ces un mois-là, ton ami n'a jamais cessé de penser à toi. C'est peut-être parce qu'il a eu certaines contraintes qu'il n'a pas pu le faire. Et quand il vient à toi maintenant, tu l'accueilles parce que tu le connais, tu as pris le temps de l'étudier, vous vous connaissez. C'est une question de mentalité aussi, parce que si vous avez la même mentalité, vous avez les mêmes manières de penser, bah forcément la connexion est plus simple. Et donc vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Vous comprenez? Une personne qui sait que c'est pas parce que bon, cette personne ne prend pas de mes nouvelles qu'elle ne pense pas à moi, bah forcément elle garde de bons sentiments envers vous et vice versa, vous voyez un peu. Donc voilà, c'est une question de mentalité, d'être sur la même longueur d'onde aussi. Ça règle beaucoup de problèmes. Alors moi je pense que aussi il faut aussi une vérité absolue dans une relation, parce que quand il n'y a pas une vérité, vous êtes là, vous montez par exemple, vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles se présentent en réalité. Je ne suis pas sûre que cette amitié ira très loin et que vous allez faire peut-être des choses ensemble. Il y a des amitiés, tu vois une personne, on dit que c'est ton grand frère, ou par exemple, on prend par exemple entre nos filles, c'est ta grande soeur. Souvent même on dit que c'est ta maman en réalité, tellement la manière dont la personne te dorlote et tout, c'est comme si vous êtes ensemble, vous êtes nés dans la même famille et tout. Ça, c'est une vraie amitié. Mais maintenant, est-ce que ça existe à 100%? Fin d'interrogation. Parce que tellement il y a des choses, on se dit, tu racontes un petit secret ou bien tu as un petit projet, tu racontes, tu dis, bon, tiens mon ami, c'est ça, hein, tu peux m'aider un peu à élaborer tel projet et tout, pour voir la faisabilité des choses. La personne peut dire, ah d'accord, je peux réfléchir, mais derrière toi, Dieu seul sait ce qu'il va faire après. La personne prend ton projet, s'approprie ton projet et puis met ça sur pied en fait. Alors moi je pense que d'abord pour avancer déjà pour créer déjà une relation amicale, il faut voir déjà les critères qui vous conviennent. Déjà lorsque vous commencez, déjà tu remarques des trucs qui sont un peu bizarres et tout. Ça devait t'alerter en même temps. Soit tu arrêtes carrément et puis bon, c'est pas parce que tu n'as pas d'amis que tu vas mourir. C'est pas parce que tu n'as pas d'amis que tu vas pas manger. C'est pas parce que tu n'as pas d'amis que tu vas pas créer des choses pour toi et puis bon, avancer dans la vie en réalité. Donc, il est très important de savoir ce qui vous convient le mieux. Si, par exemple, vous êtes à l'aise avec votre ami, malgré il te fait couper peut-être dans la misère et tout, et que tu veux voler avec la personne, c'est à toi de voir, c'est ton choix. Maintenant, si tu veux par exemple reculer et puis faire 2 ou 3 pas en arrière et puis et tout, c'est à toi de voir tout simplement. Alors moi le petit conseil que je donnerais pour finir, c'est de jauger ce degré là crescendo, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que votre relation avance, c'est à vous de voir quel degré de confiance vous accordez à la personne. C'est-à-dire que si c'est après 5 ans que vous donnez peut-être 50% de votre confiance à la personne, c'est à vous de voir. Si c'est après 10 ans, c'est à vous de voir. Et à quel moment est-ce que vous avez confiance en cette personne à 100% ou à 99,99%, parce que le pourcentage que la personne vous trahisse existe. Donc voilà, donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous jugez ça aussi. Exactement. Et pour ajouter à ce que tu as dit, je dirais tout simplement qu'il faut savoir qui on appelle ami. C'est important de savoir qui on appelle ami. Il faut se faire confiance, mais savoir qui on appelle. Il y a des critères qui ne trompent pas en réalité. Il faut avoir l'œil aussi pour pouvoir garder l'esprit ouvert. Il y a aussi d'autres personnes qui font tellement facilement confiance que bon, voilà, ils sont facilement bernés et tout, mais bon, je pense que non, mais il faut de tout pour faire un monde, il faut que ces gens aussi existent. Donc, il y a de ces gens-là, bon, ils sont comme ça en fait. On ne peut pas les changer, ils font confiance. Tant qu'ils voient une personne, ils font confiance à la personne comme ça. Même si après il y a des problèmes et tout, bah, ils continuent d'avancer. Ils ont un grand cœur et puis ils avancent comme ça. C'est naturel chez eux. C'est naturel chez eux. C'est vrai que dans la vie, peut-être il y a certaines personnes, il faut s'accrocher à quelqu'un peut-être un peu pour réussir peut-être dans ta vie. La personne n'est pas due à arrêter, mais la personne peut t'ouvrir peut-être d'autres portes en réalité. Et puis toi, tu vas te chercher. Mais dans ce cas actuellement là,
il faut faire la part des choses. Donc, il faut faire un bon choix et puis voir ce qui va t'arranger, quoi. En tout cas, essayons quand même, comme en amitié, comme en relation amoureuse, également en amitié, il faut s'étudier. Il faut beaucoup communiquer, c'est très important. Il faut savoir avec qui on marche. Il faut savoir qui on appelle ami. Il faut savoir si la personne répond aux critères dont nous, on a besoin en fait. Si on sent que ça ne colle pas dès les premiers jours, n'essayez pas de forcer. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des amitiés dans la vie. Parce qu'il y a de ces personnes qui se disent oui, j'ai essayé d'être amie avec telle personne, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec une autre personne, ça n'a pas marché. On n'est pas obligé d'avoir des amis dans la vie. Quand vous sentez que marcher seul vous convient le mieux, faites-le. Parce qu'après tout, vous pouvez avoir cet ami-là qui peut vous empoisonner la vie. De cette même manière, vous pouvez avoir un ami, un meilleur ami qui sera là pour vous tout le temps, à chaque fois que vous aurez besoin de lui. Cette personne, elle sera présente. Alors, sachez qui choisir comme étant ami. C'est très important. Hein? D'accord. Quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter? Donc, on va marquer une pause. Il ne connaît pas qu'il faut faire un bon choix. La pause. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signe et indicateur d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, retour donc sur ce plateau. Si vous venez de nous capter, vous êtes sur SOS Docteur TV dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et nous allons continuer cette émission avec l'info du jour.
L'Organisation mondiale de la santé OMS a dit sa profonde inquiétude hier mardi face à la décision de l'administration de suspendre le financement de programmes de lutte contre le sida dans des pays de développement. L'organisation onusienne a demandé au gouvernement américain de revoir sa position. Les précisions de nos confrères de Africa News. Les responsables américains de la santé publique ont été priés de cesser de travailler avec l'Organisation mondiale de la santé avec effet immédiat. Cette décision surprenante concerne principalement les centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Dimanche soir, un responsable de ces centres a indiqué dans une note adressée à tous les membres du personnel de l'agence qui travaillent avec l'OMS de cesser leur collaboration immédiatement. Nous avons versé 500 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé lorsque j'étais ici et j'y ai mis fin. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, nous en avons 350. Enfin, personne ne sait vraiment combien il y en a vu qu'il y a des entrées illégales. Mais disons que nous en avons 325. Ils avaient 1,4 milliard d'habitants, ils payaient 39 millions, nous payons 500 millions, ce qui m'a semblé un peu injuste. Les experts estiment que cet arrêt soudain risque de retarder les travaux d'enquête et de lutte contre les épidémies du virus de Marburg et de Mpox en Afrique. Ce qui m'a semblé un peu injuste. Les experts estiment que cet arrêt soudain risque de retarder les travaux d'enquête et de lutte contre les épidémies du virus de Marburg et de Mpox en Afrique. Voilà, donc c'était l'info du jour. Nous allons marquer une pause. Vous retrouvez tout juste après en compagnie de notre invité du jour. À tout de suite. Retour donc au plateau dans cette émission. Vous êtes bel et bien dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Auto TV et nous sommes en compagnie de notre invité du jour. Je vous le disais à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui nous aurons à parler de l'addiction au sucre, symptômes et traitement. Ce sera avec le docteur Essore Ketchaou. Bonjour docteur. Bonjour animatrice, comment vous allez? Très bien, j'espère que vous aussi. Oui, nous allons bien. J'espère que le mois de janvier s'est bien passé également. Oui, ça a bien commencé. Oui. De toute manière, ça finit demain. Pour le grand bonheur de tous. En tout cas, heureuse année à vous parce qu'on s'est rencontrés en 2024, mais pas encore en 2025. Merci, mes meilleurs vœux réciproquement. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, docteur. Merci. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de l'addiction au sucre, symptômes et traitements. Alors déjà, quels sont les signes qui montrent qu'une personne souffre réellement d'addiction au sucre? D'accord. Et c'est très important de le savoir puisque les gens consomment et des fois ils n'écoutent pas leur organisme. Alors d'abord, vous allez voir que quand déjà la personne a un envie qui devient récurrent à consommer des aliments sucrés ou bien déjà des raffineries, des aliments raffinés qui sont sucrés parce qu'il y a différents types de sucre. Alors, et comme peut-être les jus et ajouter du sucre raffiné, c'est-à-dire du sucre blanc que les gens connaissent en poudre, voilà, ou bien des gâteaux, des biscuits et tout consort, des boissons sucrées, voilà, du pain blanc, tout ça là. Déjà, ça veut dire qu'au niveau du cerveau, ça ne va pas. Voilà, l'envie, c'est au niveau cérébral, donc un circuit est déclenché déjà avec la consommation. Et déjà aussi, d'autres commencent à sentir des courbatures ou bien des fatigues et incessantes au réveil ou bien un peu d'effort, on se sent un peu fatigué.
c'est déjà des symptômes, voilà, ou bien des fois des picotements au niveau de l'organisme, ou bien à un moment donné, on voit que on commence à prendre du poids, voilà, ou bien c'est des troubles digestifs qu'on en a. On peut toutefois même avoir des problèmes de la peau, voilà. Ça, c'est du sucre qui s'accumule de trop dans le sang et que ça se passe ainsi. Alors, il y en a d'autres, on peut voir qu'on peut vieillir aussi, hein. On va constater même que si on suit vraiment ou bien on observe sa peau, on va commencer à voir que la peau devient un peu ride, voilà, on commence à vieillir. On aura de l'asthénie mentale, c'est-à-dire une fatigue ou faiblesse du cerveau, voilà, on ne peut pas réfléchir comme avant, vous voyez, non. Donc ces symptômes déjà traient à un excès ou une envie accrue du sucre raffiné. Alors, docteur, qu'est-ce qui fait qu'on est addict au sucre? Quelles sont les principales causes de cette addiction en réalité? Voilà, les causes, c'est quoi au juste? Il y a d'autres, c'est l'envie. L'envie de consommer de tout ce qui est doux. Voilà, la personne, pour elle, il faut que à tout moment qu'elle consomme un aliment, qu'elle sent un goût très doux au niveau de la langue. Voilà, au fur et à mesure, on se prend du plaisir. Finalement, on devient accro de l'aliment, voilà, comme le sucre dans ce cas. Alors donc il y a aussi de ce côté où un déséquilibre alimentaire, vous voyez, des fois, ou bien nous parlons carrément d'une malnutrition. La personne ne mange pas l'essentiel que l'organisme désire, voilà, et elle se donne plutôt, l'organisme réclame, il les réclame et elle se donne plutôt à ces aliments raffinés dont le sucre, c'est-à-dire que les aliments là comportent du sucre raffiné, voilà. Et alors il y a ce problème-là, les deux causes qui sont principales, effectivement. Et justement, docteur, en parlant d'aliments, quels sont ces aliments-là à forte teneur en sucre? Oui, et quand vous prenez les aliments à forte teneur en sucre, surtout le sucre raffiné, c'est des aliments aussi plus raffinés. Comme j'ai parlé des pains blancs, et vous allez voir certains jus qu'on fait aujourd'hui, que c'est uniquement du sucre qu'on a ajouté pour donner le goût, voilà, à ce jus. Le jus n'est plus naturel, c'est qu'on a ajouté du sucre pour qu'il soit doux. Alors, nous avons les boissons aussi tellement fortes, voyez, et du café, bon, il y en a des boissons aussi qui sont fortes, mais quand vous les prenez, vous sentez que c'est tellement doux, à un degré vraiment élevé. Donc ça contient vraiment du sucre. Ou bien des fois au quotidien, même nos aliments qu'on fait, peut-être c'est de la bouillie, on devrait juste ajouter un peu pour prendre, mais il fallait ajouter assez pour que la personne se sente vraiment le goût de ce sucre. Voilà. Sinon, je pense que pour ce sucre raffiné, c'est dans les aliments aussi raffinés, importés, transformés à l'usine que nous consommons aussi, qui contient cela. Parce qu'il y a des différents types de sucre. Quand nous prenons les fruits, vous savez que les fruits aussi, on dispose de ce sucre. Mais ce sucre, il est plus léger. Voilà, il y a les sucres lourds qui sont de ce sucre raffiné voilà, en poudre. Voilà, c'est lourd. Mais les sucres des fruits, la plupart sont tellement légers. Voilà. Alors, docteur, vous avez parlé, vous avez effleuré un peu le fait que les personnes qui consomment beaucoup de sucre peuvent avoir peut-être des répercussions sur la santé physique. On a vu, vous avez parlé d'un peu de la peau qui peut devenir un peu plus vieillissante, ou les personnes qui auront du mal à réfléchir donc mentalement. Quelles sont les autres conséquences, voilà, que la consommation de ce sucre-là peut avoir sur la santé physique, mais aussi mentale? Alors donc, vous allez voir d'abord que ce sucre accumulé,
Et des fois, le foie qui va le gérer, le foie aussi, tout excès, il doit gérer cela. Et entre-temps, le foie devient gras. Nous parlons de stéatose du foie. Et ce foie, maintenant, ayant des problèmes, les graisses vont s'accumuler dans les vaisseaux sanguins. Nous allons déboucher sur, si ce n'est pas le diabète, c'est l'hypertension artérielle. En quelque sorte, les maladies cardiovasculaires cérébrales vont en découler. Voilà. Alors, il y a aussi de l'autre côté les infections internes qui peuvent se développer. Vous savez que le sucre, il devient de l'acidité. Voilà. Et le pH devient acide. Et déjà, le sang étant acide, ça peut développer une vingtaine de maladies. On peut avoir les problèmes dentaires. Voilà. Et les problèmes de dents, le sucre peut ronger, voilà, le déchaussement dentaire, les caries dentaires, et donc il y a un certain nombre de maladies qui vont s'installer. Voilà. Et mentalement, comme vous le voyez, comme je l'ai dit, ça réduit carrément et le degré de réflexion, voilà, de l'intelligence de la personne d'ailleurs. Oui. Très intéressant. Oui, très intéressant, justement, Ézéchiel. Alors, docteur, nous avons parlé de symptômes, nous avons parlé de causes, nous avons parlé de conséquences. Maintenant, nous allons aller au traitement. Alors, une personne qui décide de se faire sevrer parce qu'elle constate qu'elle est vraiment addict au sucre, quelles sont les meilleures stratégies pour cette personne-là pour pouvoir commencer ce sevrage-là? Bon, vous allez voir qu'une personne qui est déjà habituée à un aliment, pour la sevrer, c'est un peu difficile, mais c'est possible. Et il faut juste aller progressivement. Moi, je le dis à tout le temps, que pour abandonner un aliment, pour certains, c'est difficile dans le média. Alors, il faut chercher d'abord à réduire progressivement la quantité de l'apport. Vous me comprenez. Alors donc, si la personne avait l'habitude de prendre peut-être chaque jour l'aliment, elle fera un effort d'espacer maintenant la prise. Voilà, en espaçant déjà la prise, le danger est aussi réduit. Maintenant, par rapport à la quantité, ça c'est très important aussi. Et voilà, des fois, peut-être c'est 500 millilitres de la quantité de ce jus que la personne prenait. Bon, si elle arrive, elle dit, bon, maintenant moi je vais prendre 250 millilitres, voilà, moitié, ou carrément la quantité de sucre qu'on devait ajouter à ce jus. Elle dit, non, moi je ne veux plus trop de sucre, ou bien à cette bouillie on devait ajouter cette quantité de sucre. Elle dit non, moins, mais il faut me servir moyennement. Donc au fur et à mesure, elle va voir qu'elle ne sent pas le même goût, mais elle a quand même le goût un peu. Donc au fur et à mesure, en fait, l'organisme s'adapte. Vous allez voir que tout aliment que nous mangeons, nous apprécions l'aliment. C'est que c'est une adaptation. On se force et progressivement l'organisme s'adapte. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'un jour, même sans qu'on a ajouté même du sucre, la personne peut boire, peut prendre l'aliment en question. Alors une deuxième chose, c'est que on peut toutefois quitter carrément les aliments un peu, c'est-à-dire qui contiennent le sucre raffiné, pour prendre des jus naturels des fruits, ou bien prendre le fruit lui-même. Des jus pressés à la main, par exemple. Voilà, naturellement pressés, ou bien le fruit lui-même en question, on peut prendre ça, comme peut-être c'est la pastèque, c'est peut-être du melon, c'est de l'orange, c'est de la papaye, donc ainsi de suite. Vous allez voir qu'elle a quand même le même goût. Le goût du sucre, voilà. même. Mais au contraire, ici, qui va lui faire du bien. Vous voyez, non? Voilà. Alors, docteur, est-ce que quelqu'un peut arriver aujourd'hui à se passer carrément ou totalement donc à 100% du sucre? Est-ce que c'est bien de se passer à 100% du sucre, ou bien on doit quand même garder un peu de sucre dans notre alimentation, ou quel type de sucre faut garder aussi dans cette alimentation? Parce que moi je connais quelqu'un qui, je pense que je vous en avais parlé une fois déjà, qui sait sevrer de sucre, mais qui d'une autre manière, peut-être un peu à travers le miel, tout ça, essaie de remplacer un peu ça par le sucre dans son alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, et comme vous l'avez su dire,
Et c'est bien parce que on va mesurer les bienfaits et les méfaits. Voilà, par rapport aux méfaits, c'est bien de le diminuer. Je ne peux pas dire carrément de le laisser. Quand vous prenez nos petits-enfants, tout comme les gens adultes, les gens en consomment sous une autre forme. Parce qu'on l'aurait ajouté dans certains aliments que vous ne pouvez pas vous en passer. Vous voyez? Mais quand je prends par exemple les sucreries, les boissons sucrées, il y a le Malta qui est naturellement doux. Vous allez prendre aujourd'hui nos boissons comme les Bitter Lemon, c'est-à-dire que les cocktails, quoi. Voilà. Ou bien du Chili, c'est un peu de sucre ajouté. Donc, carrément, la personne peut consommer. Toutefois, ça dépend de la fréquence et des quantités. Et nous parlons aussitôt aussi des combinaisons alimentaires. Dès qu'elle consomme ça, quels sont les autres aliments qu'elle devrait consommer pour équilibrer ou bien dégager l'excès ou bien la présence de ce sucre qui pouvait lui causer des soucis de santé. Où je suis moi-même, je ne peux pas vous dire que carrément j'ai abandonné de consommer ce sucre raffiné parce que je vais consommer certains aliments qui le contiennent, comme j'ai donné tout à l'heure un exemple. Mais c'est après cette consommation ce que je vais apporter comme nutriment qui va justifier maintenant le résultat fini. Bon, sur d'autres, si ça ne va pas du tout par rapport à leur santé, on revient à ce miel qui est aussi, qui fait du bien. Alors, à ces jus de fruits dont nous avons déjà parlé, ou bien les fruits eux-mêmes, donc pour aussi remplacer ce sucre dont l'organisme a besoin. Voilà. Maintenant, ça dépendra aussi des quantités, puisque vous allez voir que le miel aussi, il est concentré. Sauf qu'il contient les sucres simples, faciles à utiliser par l'organisme, mais c'est un peu concentré. Donc, ça dépendra des quantités que la personne aurait utilisées, pour éviter aussi des menaces. Parce qu'on dit tout excès est nuisible. Comme les fruits aussi, quand je prends, vous allez prendre la banane qui est tellement douce, vous allez prendre l'ananas aussi qui est vraiment aussi concentré en glucides. Et voilà. Donc, c'est la fréquence et les combinaisons qui jouent. Exactement. Alors, docteur, dites-nous, combien de temps faut-il à une personne qui est addict au sucre pour pouvoir véritablement se sevrer, arriver quand même à terme de l'objectif qu'elle s'est fixé, de pouvoir se sevrer de la consommation excessive du sucre? Combien de temps faut-il à cette personne-là pour y arriver? D'accord. Et en ce qui concerne le temps, aujourd'hui quand nous prenons, puisque nous-mêmes nous sommes dans le domaine, pour les cas de cardiovasculaire cérébral, c'est-à-dire que les malades d'hypertension artérielle ou bien du diabète et des problèmes de cœur, voilà. Chez ces personnes, vous allez voir que souvent les conseils sont un peu durs. Alors, si la personne doit arrêter dans le média, on doit le faire arrêter dans le média. Vous voyez, non? Surtout les diabétiques. Bon, pour éviter les menaces. Donc, ça, c'est dans le média. Et la personne doit comprendre que c'est sa vie qui est en danger. Et elle doit prendre conscience. Elle doit prendre conscience. Maintenant, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas victimes de ces maladies dont je cite, et ça peut prendre au moins un minimum de 3 mois. Ça dépend, ça peut aller à 6 mois, ça peut prendre 1 an. Vous voyez? Puisque la personne est vraiment, comment dirais-je, déjà habituée, a pris vraiment goût, le forcer de l'arrêter dans le média serait un grand problème. Parce que là, il le fait derrière vous, même si c'est votre enfant à domicile, c'est quand il va sortir dehors qu'il va consommer plus. Voilà, il va se rattraper dehors. Voilà, donc je pense que c'est un travail de l'organisme progressivement et au fur et à mesure, l'organisme s'adapte. Voilà, c'est comme le sel que nous avons l'habitude d'utiliser dans nos sauces. Et qu'on dit que le sel, si on le consomme de trop, il devient mauvais pour l'organisme. Et un jour, on quitte et on dit à la personne de laisser carrément d'utiliser le sel.
je vous dis même comment elle aurait assaisonné son aliment, elle ne sentira pas du goût. Parce qu'elle a déjà pris du goût de l'aliment. En prendre beaucoup. Voilà. Mais le mieux, qu'elle réduise un peu et garder un peu le goût. Elle va voir que ce n'est pas suffisant ce goût qu'elle avait, mais quand même, il y a un peu du goût. Donc, au fur et à mesure, elle s'habitue. Voilà. Et elle peut même arriver un temps même laisser carrément, comme le cas du sucre. Voilà. Alors, dans tout traitement d'addiction, hein, il peut y arriver que une personne rechute, bien évidemment. Quels sont les conseils que vous donneriez pour maintenir le cap et ne pas rechuter après avoir atteint une certaine, je ne vais pas dire qu'on devient clean, hein, c'est comme aussi chez les gens qui prennent de la drogue, mais comment faire pour ne pas rechuter dans cette mauvaise habitude-là de consommer beaucoup de sucre? D'accord. Je pense qu'il y a des conseils pratiques à adapter. Et déjà, comme je l'ai dit, progressivement le sevrer, c'est-à-dire réduire les quantités et remplacer maintenant ce sucre par d'autres éléments. Comme je peux dire, il y a des thés qu'on peut prendre à la place quand l'envie vient, ou bien de l'eau, on peut le prendre, quelque chose qui peut... À ce moment où il devrait se rendre, prendre l'aliment en question, voilà, l'autre qu'on lui présente, voilà, prends ceci. C'est comme quelqu'un, vous sortez en compagnie et il ne veut pas prendre de la bière et il commande de l'eau qu'on n'a qu'à lui laisser. Tant que vous prenez votre bière, lui prend son eau. Voilà, au fur et à mesure, je vous dis, il prend l'habitude. Voilà. Donc, les thés, comme je l'ai dit, comme il y a les jus de fruits aussi à la place, quand j'ai toujours donné l'exemple, même si c'est votre enfant, c'est le sucre là-bas, voilà le jus de fruits. Quand il a l'envie de se rendre vers le sucre, voilà, on lui présente le jus de fruits. Donc, l'organisme se retrouve et psychologiquement même, le cerveau se répare. Voilà. Alors, docteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien de ce matin. Il était question de l'addiction au sucre, symptômes et traitements. Alors, quels seront vos mots de fin? D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent prendre vraiment conscience et de ces habitudes alimentaires, puisque ça fait partie de notre vie et pour toujours. Pour éviter certaines maladies. Et ces gens qui ont l'habitude de le consommer, ils n'ont qu'à voir ceux qui sont déjà victimes de ces maladies, comme le diabète, comment il menace, vous voyez, non? Donc, et les autres maladies, l'obésité et tout consort, les maladies cardiovasculaires cérébrales, dont nous avons dit, comme nous-mêmes nous sommes dans le domaine, et voyons comment les gens en souffrent et sont menacés, je pense qu'on doit prendre conscience et pouvoir peut-être diminuer la consommation de ces aliments raffinés dont le sucre et revenir à ces aliments naturels, des jus de fruits naturels que nous disposons autour de nous, ou bien du miel un peu. Il y en a même des trucs naturels comme les pains de singe, vous voyez ça, et qu'on utilise. Il y en a des poudres de farine de graines de néré, voilà, en jaune là, donc où nos aïeux avaient utilisé ça et sont restés vraiment en santé. Oui, mais tout conseil que l'on désirait, tout autre conseil que la personne voudrait, ou même réduire déjà le taux qui est là, ou même travailler le cerveau sur le plan, comment dirais-je, traitement, ou bien psychologique, les gens peuvent nous contacter. Je pense que c'est d'ailleurs même la base en fait. Parce que s'il faut vraiment arriver à se sevrer, je pense qu'il faut avoir de très bons conseils et quoi de mieux que de se diriger vers un spécialiste pour pouvoir obtenir les réponses à ces questions et justement pouvoir guérir ou carrément laisser tomber la consommation excessive de sucre quand on sait que ça y va de notre santé. Merci beaucoup, docteur, d'être passé dans cette émission. Ce fut un réel plaisir. Je rappelle que nous étions en compagnie du docteur Essoreke Tchaou. Il est diététicien nutritionniste. Voilà. J'y arrive. Merci beaucoup, docteur, d'être passé dans l'émission. On espère vous revoir très bientôt. Merci.
Eh bien, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que se referme l'émission de ce matin. Merci d'avoir été en notre compagnie. Rendez-vous est pris demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci également à mes très chers chroniqueurs, Anachat et puis Ézéchiel. On se dit à demain et surtout prenez soin de vous. Au revoir.